Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Odyssée, ça va Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 14 janvier 2020. Au sommaire ce soir. La contestation sociale continue de grandir dans notre pays. Après la réforme des retraites, c'est au tour d'une autre réforme d'être dans le viseur d'une partie des professionnels. En ce début d'année 2020, le gouvernement entend faire évoluer les modes d'accueil dans le domaine de la petite enfance. À Annecy, le mouvement national de mobilisation a été suivi. Nous y étions. Et puis notre série de la rédaction, elle est consacrée cette semaine à l'olympisme, alors que les meilleurs jeunes athlètes mondiaux sont actuellement à Lausanne pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver. Jean-Paul Crespi nous propose ce soir une visite du musée olympique de Lausanne. Et on commence ce journal avec une réforme qui fait toujours débat. Et une fois n'est pas coutume en ce moment, il n'est pas question du projet de loi de réforme des retraites. Ce mardi après-midi, les professionnels de la petite enfance ont manifesté à l'appel du syndicat Force ouvrière. En cause, la réforme des modes d'accueil portée par le gouvernement. Les manifestants ont profité de cette journée de mobilisation nationale pour dénoncer une baisse de la qualité d'accueil des plus petits, un surbooking dans les crèches ainsi que des surfaces d'accueil trop réduites. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Clémence Roualdès. On combat depuis des mois, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de professionnels qualifiés pour s'occuper des enfants, alors qu'on tend à faire le contraire, qu'il y ait de plus en plus d'enfants dans de moins en moins de mètres carrés. Donc nous, on est là pour être les garantes du bien-être des enfants. Et donc là, notre sentiment, c'est que ça va à l'inverse. C'est pas des conditions pour les enfants, donc pas des conditions pour nous. Donc voilà, si la professionnelle n'est pas bien dans son travail, les enfants ne le sont pas non plus. Donc nous, on se bat pour que ça change et pour que ça évolue et que ça reste tel quel et qu'on ait plus d'avantages et plus de bonnes choses pour les enfants. Parce que là, on se bat pour les enfants qu'on garde là, la journée, mais aussi pour nos futurs enfants. Et à partir du moment où on nous réduit des mètres carrés, on nous augmente les enfants, il y a un moment on ne peut pas y arriver et on ne fera pas du travail de qualité et on reviendra à des choses du type gardiennage d'enfants, sans faire d'activité, sans avoir le temps, sans pouvoir le faire, et c'est vraiment notre crainte. Le gouvernement genevois poursuit ses mesures anti-pollution. Genève a décidé de mettre en place à partir de ce mercredi 15 janvier 2020 la circulation différenciée en cas de pic de pollution de l'air au PM10, à l'ozone ou encore au dioxyde d'azote. Très concrètement, dans cette situation, la circulation sera interdite aux véhicules les plus polluants de 6h à 22h dans le centre de l'agglomération genevoise. Ces véhicules polluants devront donc être équipés de vignettes critères. À noter que les vignettes françaises seront valables à Genève. Les automobilistes genevois ont jusqu'au 31 mars prochain pour se mettre aux normes. Passé cette date, ils seront passibles d'une amende de 500 francs suisses. Place désormais à notre série de la semaine. Vous le savez, les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver se déroulent actuellement à Lausanne. Et pour l'occasion, Jean-Paul Crespi s'est intéressé au mouvement olympique. Pour ce premier épisode, direction le musée olympique de Lausanne, qui profite de cet événement pour mettre en avant les valeurs olympiques au travers d'une exposition qui compte déjà plus de 10 000 jeunes visiteurs inscrits. Reportage. Le musée olympique n'est pas celui d'une collection, c'est celui d'une idée, l'olympisme. Un parcours en 3 chapitres qui débute à l'Antiquité, se régénère avec Pierre de Coubertin et ne cesse d'évoluer au rythme de la société. Car le musée propose une plongée immersive dans l'histoire des Jeux et du mouvement olympique à travers l'histoire des athlètes, mais aussi celle des bénévoles impliqués dans le mouvement. 3000 m² sur 3 étages pour décliner 3 grands thèmes, racontés à travers 1500 objets, 7 heures de présentation audiovisuelle et interactive. Un espace muséal surprenant et dynamique, souvent émouvant, véritable reflet de la richesse et de la diversité de l'olympisme. C'est un musée qui est là pour inspirer les gens, sincèrement. On dit souvent, il y a souvent cette phrase qui vient pour un monde meilleur grâce aux Jeux olympiques, grâce à la pratique du sport. C'est tout un univers extrêmement vaste, riche, varié, puisqu'on va parler d'histoire, mais on va parler aussi des nouvelles technologies qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans la recherche de performance. C'est la découverte des athlètes, c'est leur parcours, ceux qui ont marqué les Jeux, les principales éditions des Jeux olympiques, mais c'est aussi justement tous les grands projets que le CIO soutient ou conduit entre les éditions des Jeux. C'est quelque chose qui est moins connu du grand public et aussi un engagement du CIO pour l'environnement, pour le développement durable et pour aussi l'éducation des valeurs olympiques à travers les 5 continents.
En parallèle aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020, le musée propose un dispositif consacré à la manière dont le sport sollicite chez les plus jeunes un grand nombre de valeurs humaines, comme le respect, la solidarité, l'amitié et l'honnêteté. C'est la connaissance de soi, le respect de soi-même déjà, avant toute chose, pour pouvoir connaître ses limites et être capable de les transcender. Et puis tout à coup, il y a la rencontre de l'autre, c'est l'adversaire quand on est en compétition. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de l'autre? C'est un univers en soi, au-delà de l'origine de son adversaire, de savoir comment il va réagir à notre jeu, comment on va se comporter avec lui. Donc c'est la découverte de l'autre, et là aussi ça enrichit le parcours de l'athlète. Et finalement il y a les Jeux avec cette rencontre des athlètes des 5 continents. Donc c'est vraiment 3 étapes essentielles qu'on a voulu illustrer à travers ce parcours et qui résument l'aventure olympique. Le musée olympique est un grand livre d'histoire dont les héros sont des femmes et des hommes qui ont scellé leur destin pour caresser le rêve olympique. Présents également des héros d'un jour ou d'un siècle, des athlètes dont certains se sont battus pour bousculer parfois les préjugés et dénoncer les injustices. Aux Jeux de Rio, la nageuse syrienne de 18 ans, Yousra Mardini, réfugiée et apatride, participait pour la première fois aux épreuves de natation sous le drapeau olympique. Mercredi pour le 2e épisode, rencontre avec Vincent Defrane, champion olympique de biathlon en 2006 et ancien chef de mission de la délégation française au JOJ de 2016. Nous sommes donc en direct DG pour l'arrivée de cette 3e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2020, 32 km dans la station des Portes du Soleil. Et nous sommes en compagnie d'Aurélie Delattre. Bonsoir. Bonsoir. Bravo déjà pour cette belle 3e place aujourd'hui. 4e au classement général, c'était comment aujourd'hui là sur léger? C'était une très belle étape, on avait vraiment des belles conditions de neige, des beaux paysages et des grosses montées, des grosses descentes, et les chiens ont très très bien couru, je me suis beaucoup amusée. Beaucoup de plaisir sur la glace, sur la neige pardon. Ouais, sur la neige, ouais. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous de cette course, la Grande Odyssée, par rapport aux autres? Alors c'est une course assez exceptionnelle parce que y a beaucoup de dénivelé. Déjà c'est une course sur 11 jours, la mi-distance donc environ 35 à 40 km, avec beaucoup de dénivelé. Et tous les jours, on change de station, donc on voit des domaines différents, ce qui est très intéressant. On a beaucoup de public qui vient voir, donc ça stimule les chiens, ça aussi, les jeunes chiens sont un peu perturbés, mais ça leur apprend beaucoup, donc c'est vraiment une course très exigeante pour les chiens et pour nous. Un prologue, 3 étapes, quel bilan vous tirez là de ces 4-5 premiers jours de course? Forcément positif, j'imagine? Ouais, c'est très positif, je suis contente. L'année dernière, j'étais 6e au classement général et cette année, pour le moment, je suis 4e. J'ai des bons chiens qui vont bien, ils sont contents de courir, donc bilan positif, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour toi justement? Est-ce que c'est l'état de santé, de fatigue des chiens, ton état de santé à toi et la fatigue peut-être qui doit jouer? Là, on nous a dit que l'étape d'aujourd'hui était assez technique avec pas mal de dénivelé. Comment tu l'as senti? Alors l'étape d'aujourd'hui, moi j'étais très stressée avant le départ parce que j'avais déjà fait l'étape l'année dernière et je savais qu'il y avait des grosses descentes. Autant les montées, c'est pas ce qui m'embête parce qu'il faut courir et il faut se donner du mal, mais les descentes, ça fait toujours un petit peu peur. Mais ça s'est bien passé, les chiens ont été très réceptifs et ont bien accepté de ralentir dans les descentes et de pas vouloir aller de plus en plus vite. Et sinon, le plus dur à gérer, c'est l'état de santé des chiens. Moi, j'y pense pas. Là, j'arrive plus à marcher, mais je pense pas à moi. Le soir, après la course, je passe tous les chiens en revue, donc que ce soit les chiens du team de Rémi ou du mien. Donc il y a 16 chiens à checker, à voir si tout va bien, et ça c'est le plus dur. On nous a dit que tu allais peut-être recevoir justement le prix des vétérinaires, le prix Wamin du Best Dog au sein de la course. Bah voilà, on te peut-être, ouais. Comment tu le Alors en fait, tous les soirs, il y a un prix Best Dog qui est décerné à un des mushers. Donc après, c'est les vétérinaires qui décident qui est le Best Dog ce jour-là. Donc si je l'ai un jour, je serais très contente parce que c'est une belle récompense. Félicitations en tout cas. Merci. Demain, l'étape est prévue du côté de Megève. Qu'est-ce que vous attendez justement de la suite de cette compétition? Alors demain, l'étape est raccourcie a priori parce qu'il fait chaud. Donc il va falloir gérer les chiens pour pas qu'ils aient trop chaud en courant. On va prendre moins de chiens a priori et ça va être plutôt une étape, ça va aller très vite parce que c'est assez plat. Et puis ensuite, on a de nouveau 2 grosses étapes jeudi, vendredi. Donc il va falloir mettre bien les chiens d'aplomb pour jeudi et vendredi. Un mot justement sur l'état de forme de vos chiens. Comment ils sont plutôt réceptifs, ils sont plutôt bien en ce moment? Oui, ils ont très bien couru. Et je pense que le fait de faire des soins tous les soirs, de vérifier tous les chiens, les articulations, les massages, aide beaucoup à la récupération de nos chiens.
Merci beaucoup Aurélie. De rien. Bon courage pour la suite. De rien, merci, au revoir. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Manu, je te laisse conclure. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un mercredi pour un nouveau journal, cette fois-ci en studio. Merci beaucoup Sébastien. Et puis si vous nous regardez en direct, vous retrouverez dès 21h ce soir Ridgeway, Objectif Stonehenge, pour découvrir en compagnie de Rob Hope les traces des hommes néolithiques. Quant à moi, demain, je vous retrouverai dans nos locaux. Nous accueillerons la station de Val-Seny en Haute-Maurienne-Vanoise. Nous fêterons le retour de Vincent Poirier de BD Fugues, sans oublier la présence du musée d'ethnologie de Genève. On arrive déjà à la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info. Merci beaucoup Aurélie d'avoir participé, d'avoir pris quelques minutes. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve du coup demain pour une émission un peu plus normale. Bonne soirée avec nos programmes.